Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Baumgarten pour parler de marketing éthique et responsable. Dans cet épisode, Anaïs nous dévoile son parcours atypique de ses débuts dans le marketing digital à son engagement vers un marketing plus responsable et éthique. On parle de ses expériences marquantes, notamment son poste comme directrice marketing dans une start-up parisienne et les raisons qui l'ont poussée à revoir ses pratiques pour un marketing plus aligné avec ses valeurs écologiques et féministes. Anaïs nous livre également des exemples concrets de ce qu'elle qualifie de pratiques non éthiques qu'elle a pu rencontrer, comme l'achat de ratings sur les applications mobiles ou comment elle a évolué vers des pratiques plus alignées avec ses convictions, notamment grâce à la création de son podcast Slow Marketing. On aborde des sujets comme l'impact environnemental de certains outils digitaux, comme ChatGPT, et l'importance de repenser nos habitudes de consommation. Anaïs nous rappelle que le marketing responsable consiste avant tout à se poser les bonnes questions et à prendre en compte les impacts à la fois environnementaux et sociétaux de nos actions. Elle nous partage des conseils pratiques pour rendre nos pratiques marketing plus inclusives et accessibles, comme l'importance des textes alternatifs pour les images et comment intégrer l'écriture inclusive dans nos contenus. Bref, un épisode à écouter de toute urgence si vous pensez que le marketing ne peut pas être responsable et éthique. Bonne écoute! Hello Anaïs! Salut Éléonore! Comment vas-tu? Ça va super et toi? Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Petite Pouce aujourd'hui pour parler de marketing éthique et responsable. Je suis super contente d'être là aujourd'hui, merci pour l'accueil. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc toi Anaïs, tu es experte en marketing digital et responsable et tu es hôte aussi du podcast Slow Marketing. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de marketing responsable et éthique, mais aussi du coup de parler de slow marketing. Tu vas nous expliquer un peu ta vision de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter toi et nous parler un peu de ton parcours, nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Oui, écoute, comme tu disais, moi je suis experte en marketing digital et marketing responsable. Ça va faire plus de 10 ans que je fais du marketing digital. Je suis arrivée dedans un peu par hasard parce que, et c'est marrant, j'en discutais il y a quelques jours avec un ancien ami de promo d'école de commerce et je disais, mais moi, en école, j'ai fait un master en marketing, mais vraiment par élimination, parce que je voulais pas faire ni finance ni conseil, et encore moins compta. Mais bon, le master que j'ai fait, c'est un master en marketing produit, donc l'objectif derrière, c'est de travailler dans des grands groupes comme Unilever, Nestlé, L'Oréal, et moi, ça m'a jamais attirée, et par contre, pendant mes études, j'étais très très investie dans le milieu associatif et en fait, à chaque fois, je prenais un pôle un peu communication et donc à gérer les réseaux sociaux, créer le site du club de rugby, etc., ce genre de choses. Et de fil en aiguille, mes stages se sont retrouvés vachement axés dans la communication et c'est là en fait où je suis tombée dans le marketing digital, où j'ai découvert la création de sites internet, les stratégies d'email marketing, les publicités en ligne, etc. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du marketing digital, chose qui n'était pas du tout enseignée à l'époque en cours. Et donc j'ai vraiment appris sur le tas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste très ancré dans ma manière de travailler, c'est d'apprendre en faisant... Enfin, j'attends pas qu'on me donne des informations, etc. J'ai toujours appris mon métier sur le tas et je pense que c'est aussi ça qui m'amène aujourd'hui dans ma démarche de marketing responsable. Moi, j'ai d'abord eu une grosse expérience de 5 ans en tant que directrice marketing dans une start-up à Paris, qui était une application, qui existe toujours, qui est une application pour motiver les gens à faire du sport. C'était vraiment
moi, j'étais animée par... je suis hyper sportive, donc j'étais animée par partager ma passion avec le plus grand nombre. Et c'est ça qui m'a fait tenir pendant 5 ans. Maintenant, et je pense qu'on en reparlera après, l'univers startup, c'est pas vraiment le plus sain en termes d'hygiène de vie et de... enfin, j'étais vraiment au bord du burn-out, si c'était pas déjà un burn-out en fait, en termes d'horaire de travail, de pression, d'exigence, etc. Donc ça, c'était un premier point de dissonance où moi, en parallèle, j'avais déjà entamé une démarche de ralentir, de moins consommer, de me poser des questions sur ma consommation, etc. Et plus de sobriété. Et en fait, j'avais un métier où 10 à 12 heures par jour, c'était toujours plus et jamais assez. Donc, c'était complètement déconnecté. Et le deuxième point, ouais, je me suis dit, en fait, que je voulais mettre mes journées au service d'autre chose que entre guillemets, simplement motiver les gens à faire du sport, que j'avais envie d'aider à plus contribuer sur mes engagements personnels qui étaient des engagements, qui sont des engagements écologiques et féministes. Et du coup, en 2019, je me suis lancée à mon compte. Et là, c'est là où j'ai un peu... commencé à tâtonner, à découvrir le marketing responsable, et ça s'est fait en plusieurs temps. Premier temps, je me suis dit, ok, le marketing responsable, c'est de travailler avec des entreprises à impact environnemental ou sociétal. Genre, je vais faire ce que je sais faire, et je vais juste le mettre au service d'entreprises engagées. Et à force de travailler avec des entreprises engagées, j'ai arrivé à un deuxième niveau de réflexion sur le marketing responsable, qui était qu'en fait, il fallait repenser mes pratiques, qu'il y avait des choses que j'avais l'habitude de faire qui, en fait, c'était pas du tout... pas forcément pas éthique, mais pas vraiment aligné non plus avec des objectifs, avec des engagements forts. Qu'il y avait des choses que je faisais pas du tout, sur lesquelles j'avais pas du tout conscience, notamment l'accessibilité de mes campagnes, l'inclusion, etc. Tous ces trucs-là, je m'étais jamais posé la question, en fait. Et mon troisième déclic, c'était quand j'ai créé le podcast Slow Marketing. Et là, c'est vraiment l'envie de faire en sorte que le marketing responsable devienne la norme et plus un petit truc en plus qu'on peut faire si on a du temps ou du budget à la fin, quoi. Hyper intéressant. Et du coup, tu as des exemples de pratiques justement que tu pouvais mettre en place avant de te rendre compte de tout ça et qui aujourd'hui te paraissent vraiment pas du tout éthiques, pour que ça donne des exemples, tu vois, à nos auditeurs. Ouais. Alors moi, du coup, j'étais dans le monde des applications mobiles. À l'époque, alors je sais pas si c'est toujours possible de le faire, mais c'était donc tes ratings sur les applications, donc le nombre d'étoiles que les utilisateurs te donnent et les avis, c'est super important pour être bien référencé. Et à l'époque, c'était pas un souci d'acheter des ratings et de pouvoir dire, ok, je veux, je sais pas, une centaine, 1000 ratings de 4 à 5 étoiles avec ce type de commentaires, et t'envoyer des fichiers Excel et t'avais tout ça. Et ça, c'est des choses où je remettais pas en question le fait que, les ratings donnent un avis sur mon application. C'est hyper important d'être transparent, que ça soit pas, je sais pas, des bots en Russie ou des personnes en Inde qui sont en train de faire ce taf pour en plus une misère. Enfin, tu vois, j'avais pas de remise en question de ce type d'action-là, parce qu'en plus, j'ai travaillé sur une période où, et c'est toujours le cas d'ailleurs aussi avec le marketing digital, c'est que quasiment tout est possible. C'est-à-dire que tu peux faire les choses à la main, comme tu peux les faire automatiser, comme tu peux aujourd'hui tout faire par une automatisation plus ChatGPT, ou déléguer ça à l'autre bout de la planète à quelqu'un qui est payé 1 centime le clic. Enfin, genre vraiment tout est possible et il n'y a pas de limite. Et donc, où est-ce que et si tu te poses pas ces questions-là d'éthique dans tes actions, dans ton métier, tu as des limites dans rien, quoi. Carrément, c'est comme acheter des abonnés sur Instagram, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, pour toi, utiliser ChatGPT, par exemple, ça reste quelque chose d'éthique ou...
Alors ChatGPT, moi ça a été depuis jour 1 où c'est sorti, ça a été énormément de questionnements parce qu'en fait j'ai rapidement vu l'ampleur que ça pouvait prendre dans mes métiers. Notamment moi j'ai une grosse partie de mon métier c'est du copywriting et quand tu vois ChatGPT qui est capable d'écrire tout un texte, un mail ou quoi en une fraction de seconde, forcément tu te remets en question déjà toi par rapport à tes propres pratiques enfin ton propre métier. Moi, je me suis aussi rapidement posé la question de l'impact environnemental. Je continue à faire des recherches dessus parce que je trouve qu'on manque de données. Mais pour te donner une idée, il y a plus ou moins 1 an, j'avais fait une conférence avec un expert dans tout ce qui était réseau, serveur, etc. Et il m'avait expliqué que pour tester ChatGPT 4, le test avait duré une dizaine de jours. Ça avait été, en termes d'énergie, c'est l'équivalent de chauffer une piscine olympique pendant 1 an. Donc l'eau, les espaces, etc. Donc, tu vois, c'est des ordres de grandeur que en tout cas, qui m'ont intéressée rapidement et que j'aime bien avoir parce que je trouve que ça permet de remettre du concret et du physique dans des outils qui sont complètement dématérialisés. C'est que derrière ChatGPT, il y a des serveurs et qu'en fait, à chaque requête que tu demandes à ChatGPT, ça fait tourner ces serveurs et des serveurs, ça chauffe. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous conscience que quand même le réchauffement climatique est une grosse problématique. Et ça, plus l'utilisation des matériaux rares, etc. Maintenant, le fait est que aujourd'hui, ChatGPT est là et utilisé partout par tout le monde. Donc moi, j'ai pris le parti, de me former à utiliser correctement ChatGPT. Parce que en fait si je veux pas si je l'utilise je veux pas faire des requêtes inutiles, donc vraiment être efficient dans ma manière d'utiliser, et en me formant de pouvoir arriver chez mes clients avec une prise de position où je connais l'outil, je sais comment les guider sur l'utilisation parce que de toute façon ils vont l'utiliser, en fait c'est ça aussi. C'est-à-dire que la position de ah non, faut pas utiliser, c'est le grand méchant, ça. En fait, non, dans tous les cas, c'est facile, ça simplifie la vie des gens, donc de toute façon, les gens vont utiliser, mes clients vont utiliser. Donc je préfère arriver avec une démarche où, avec un niveau d'expertise en plus, et pour mieux cadrer le sujet et de dire, par exemple, si on prend juste l'exemple de la création de contenu, ChatGPT n'est pas là pour écrire vos contenus. Il est là par contre pour vous aider à les relire, potentiellement les relire avec en écriture inclusive, ce genre de choses, et aller plus loin que ce qu'on aurait fait habituellement. Et par exemple, moi, si tu veux, dans la création du podcast, par exemple, donc l'accessibilité de mon podcast me tenait vraiment à cœur, et pour ça il y a un des points, c'est avoir un transcript le script du podcast, de notre discussion par exemple là, qui soit disponible à l'écrit quelque part pour les personnes qui pourraient pas écouter le podcast ou qui n'aiment pas écouter des podcasts, donc vraiment pour pouvoir donner accès au plus grand nombre à ce contenu là. Et quand j'ai démarré le podcast, donc en 2023, le transcript, je le faisais soit moi-même, soit avec ma stagiaire. Et en fait, c'est considéré à écouter l'épisode et à retaper la discussion. Ça prenait des heures. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à utiliser des outils de transcript qui utilisent l'IA. Et donc là, tu gagnes énormément de temps à avoir vraiment ta description. Mais cette description-là, ce transcript-là, il n'est pas forcément lisible dans le sens où tu as tous les du coup, les répétitions, etc. Et donc, maintenant, j'ai mon outil d'IA qui va me sortir le transcript de ma conversation. Et ensuite, ChatGPT que j'utilise pour vraiment cleaner le texte et pour pouvoir publier un transcript qui soit propre, facile à comprendre et facile à lire sur mon site. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est hyper intéressant l'utilisation de l'IA parce que ça vient améliorer l'expérience et l'accessibilité de mon contenu, quoi. Carrément, t'as raison. Et puis comme tu dis, de dire non, faut pas l'utiliser. Déjà, de 1, tu sais que les gens vont l'utiliser. Et de 2, je trouve qu'en fait, si tu prends pas le train en marche, à un moment donné, tous les gens vont l'utiliser, et tes clients, du coup, si tu leur dis de pas le faire, en fait, ils vont se retrouver en retard par rapport aux autres acteurs de leur domaine d'activité. Et en fait, c'est limite se tirer une balle dans le pied, alors que j'aime beaucoup ton approche de dire, en fait, je vais vous apprendre à l'utiliser de façon plus éthique, plus responsable. Tu nous as donné quelques exemples, comme le fait de pas lui demander des requêtes pour rien. Est-ce que tu as d'autres exemples de pratiques que tu as pu apprendre justement dans l'utilisation de ChatGPT pour qu'on puisse l'utiliser de façon plus responsable ?
Moi, je trouve que un point que j'adore, c'est notamment sur le sujet de l'écriture inclusive, parce que ça peut être compliqué, on n'est pas toujours sûr de savoir bien faire, etc. Et même moi, en fait, j'ai à cœur de faire en sorte que tous mes posts, tout mon contenu soit en écriture inclusive. Et donc, quand j'ai des doutes ou quand je sais que j'ai moins le temps d'être hyper sur ma relecture, etc., j'ai un script que j'ai créé avec mon tone of voice et mes propres règles d'écriture inclusive que je vais appliquer, parce que bon, chacun peut mettre son curseur aussi un peu où il veut. En écriture inclusive, il n'y a pas une manière de faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, par exemple, avec des clients, j'ai pu travailler un script dédié à la manière dont ils voulaient mettre plus d'écriture inclusive dans leur contenu, qui est à leur propre niveau, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément utiliser les points médians, etc. Et ça permet, en fait, d'avoir... de pas nécessairement avoir toute l'équipe qui soit des experts en écriture inclusive, mais de pouvoir relire et... Puis au final, à force de voir ces textes en écriture inclusive, que ça devienne plus une habitude et que ça soit plus ancré dans le tone of voice et l'écriture du client, quoi. Ok. Ouais, c'est un bon exemple. Avant de continuer, je me dis qu'on n'a pas défini ce que c'était le marketing responsable pour nos éditeurs qui connaissent pas forcément encore ce terme ou qui s'y intéressent, mais qui voudraient vraiment avoir un aperçu global. C'est quoi pour toi le marketing responsable et le marketing éthique ? Ouais. Pour moi, le marketing responsable, c'est un marketing qui va vraiment prendre... j'aime bien dire, qui se pose des questions et se remet en question, qui se remet en question dans son rôle qu'il a aujourd'hui, dans sa responsabilité qu'il a dans la société de consommation dans laquelle on vit, dans les problématiques qu'on peut rencontrer à l'échelle planétaire. Donc déjà, qui commence à se remettre en question. Et c'est un marketing qui va prendre en compte des impacts environnementaux et sociétaux de ses actions. Qui va prendre en compte toutes les parties prenantes, c'est-à-dire ses fournisseurs, ses consommateurs, mais aussi les équipes marketing qui travaillent vraiment pour essayer de minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. Et pour ça, c'est vrai que ça peut venir toucher énormément de sujets. Mais je pense que c'est aussi la force et l'importance du rôle qu'a le marketing aujourd'hui, c'est que c'est un métier qui est assez central dans l'entreprise, qui peut à la fois être en discussion avec vraiment la direction stratégique, mais aussi la relation client, les fournisseurs. Donc je pense que s'il y a un endroit où on a l'opportunité de faire les choses différemment et d'avoir un impact sur toute l'entreprise, c'est dans le marketing. Donc je trouve que c'est une opportunité à pas louper, quoi. Carrément. Et pour sensibiliser un peu nos auditeurs justement sur l'impact négatif que certaines actions marketing peuvent avoir, est-ce que tu as des exemples, un peu comme tu nous as donné tout à l'heure sur le fait que entraîner ChatGPT 4, ça a dû utiliser l'énergie d'une piscine olympique pour la chauffer pendant 1 an. D'autres exemples comme ça sur, je sais pas, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des mails. Est-ce que tu as d'autres exemples chiffrés comme ça sur l'impact négatif que ces outils peuvent avoir ? Pour qu'on se rende compte. Ouais, alors je vais te donner un autre exemple dans le marketing digital qui est qui sort aussi un peu de l'impact environnemental, parce que je te dis, c'est pas que ça, c'est aussi sociétal. C'est par exemple le fait que l'utilisation de Google Analytics, où on donne toutes les données de notre site internet à Google Analytics gratuitement. Et alors que Google Analytics aujourd'hui ne respecte pas, en tout cas dans ses options de base, s'il est mal setupé, ne respecte pas le RGPD. Et la CNIL, qui est l'organisation en France qui est chargée de surveiller justement la protection des données, etc., a plusieurs fois retoqué Google sur ces points-là, comme quoi il n'est pas dans la légalité. Et qu'à côté, en plus, donc, on donne toutes nos données gratuitement à Google Analytics, et derrière, on va racheter plus ou moins ces mêmes données pour faire de la publicité sur Google Ads. Voilà, si ça arrivait dans une autre situation dans la vie, je pense que vous êtes très bien en train de vous dire, bah non,
ça ne marche pas là. C'était à moi en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est aussi sur la protection des données, sur juste l'éthique qu'on peut avoir dans ces pratiques. Et tu vois, pour sortir juste du marketing digital, si on regarde des entreprises comme Shein ou comme Temu, tu vois, qui vendent à perte aujourd'hui, qui mettent toute la responsabilité sur leurs fournisseurs, qui exploitent complètement leurs fournisseurs pour produire plus de 10 000 produits par jour, et qui sont juste là, en fait, leur objectif, c'est de détruire le secteur textile européen, américain, parce qu'en fait, il n'y a plus moyen que nos entreprises continuent à fabriquer dans des conditions pareilles et qui, en plus, derrière, rendent addicts leurs consommateurs avec de la gamification à surdose dans les applications, etc. Donc, typiquement, ça, c'est si on doit prendre un exemple de mauvaise pratique, ça serait celui-là, parce que je trouve qu'il vient toucher à la fois la conception produit, l'éthique business générale, et même dans tous les aspects de marketing digital, d'utilisation de pratiques vraiment, de manipulation, d'addiction, etc. Donc on est un peu sur un bingo du marketing pas responsable. Clairement. C'est le pire exemple, je crois. Ouais. Mais il est très parlant parce qu'en fait, parce que mine de rien, il est présent partout, quoi. Ils ont... Et ça n'empêche pas certains consommateurs, même plein de consommateurs, de continuer d'acheter parce que, comme tu dis, la gamification, le fait que ce soit accessible, pas cher, avec des modèles qui sont copiés de grandes marques, etc. En fait, forcément, ça va attirer les personnes qui n'ont pas forcément les budgets, qui ont envie de quand même pouvoir s'habiller comme les grandes marques, mais... de façon accessible, etc. Et en fait, il y a quand même un besoin finalement derrière, et c'est ça qui est horrible, c'est que du coup, tant que les gens continueront d'acheter, et ce genre de pratiques et ce genre de marques continueront d'exister. Mmh. Oui, et en même temps, il y a un effet d'addiction à la consommation aussi, donc qui n'est pas à sous-estimer. Donc ouais, c'est pas si simple que ça non plus, quoi. Carrément. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour faire du marketing plus éthique ? Tu vois, tu prenais l'exemple de Google Analytics. Aujourd'hui, c'est quand même un outil qui est énormément utilisé pour pouvoir suivre justement, traquer les résultats qu'on a quand on met en place des actions. La campagne de référencement payant, tu vois, c'est des choses qui sont aujourd'hui utiles et même vitales pour certaines entreprises pour pouvoir se faire connaître. Quelles actions tu peux mettre en place concrètement du coup pour... quand même être visible et puis faire face un petit peu à la concurrence tout en mettant en place des pratiques qui sont plus responsables. Moi, ce que j'aime dire toujours, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses absolument à faire ou absolument à ne pas faire. C'est toujours une question de mesure et de contexte. Dans le sens où, par exemple, Google Analytics, ça reste un outil de mesure du site de tes données de site internet qui est gratuit. Que, comme je te disais, tu peux quand même le configurer pour qu'il soit plus responsable. Donc, c'est-à-dire, si tu ne sais pas faire dans ton équipe, si tu n'as pas les compétences, dans ce cas, d'être accompagné pour faire cette configuration-là. Et d'ailleurs, Google travaille quand même de plus en plus là-dessus pour respecter le RGPD. Et tu vois, par exemple, sur le SEA, je vais jamais dire à un client faut absolument pas faire de SEA, c'est le mal de donner de l'argent à Google. Parce qu'effectivement, j'ai bien conscience qu'il y a des entreprises qui ont besoin du SEA pour combler un manque en référencement alors qu'ils viennent de lancer leur nouveau site, parce qu'ils sont dans un marché très concurrentiel et que s'ils sont pas visibles sur ces premières lignes de la page de recherche, en fait, ils n'existent pas. Je pense que c'est toute une mesure de contexte et de comment tu fais les choses. Donc moi, je suis plutôt à pareil, encore une fois, essayer d'accompagner mes clients sur tous les canaux marketing, mais à chaque fois d'arriver avec des questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est vraiment toujours utile de faire ça, quels sont les impacts sur les personnes et quels sont les impacts sur la planète, et comment on peut toujours essayer de minimiser l'impact négatif et maximiser l'impact positif pour tout le monde. Donc pour moi, c'est plus une question de curseur,
ou mettre les curseurs en fonction du contexte, quoi. Ouais, plus une question d'équilibre finalement, en se Ouais. disant, bon bah voilà, on va aller au plus percutant en essayant de faire le moins possible, entre guillemets, mais tout en atteignant ses objectifs, parce que l'idée d'une entreprise, c'est quand même qu'elle vende ses produits ou ses services et qu'elle Exactement. puisse perdurer dans le temps. Et si en face, tu as des acteurs qui mettent le paquet en pub sur les réseaux, pub sur Google, etc., comme tu dis, en fait, si toi, tu es invisible, à un moment donné, il faut quand même mettre en place des actions, quoi, parce que sinon, si tu as une entreprise, par exemple, qui justement vise à apporter plus de positif dans le monde, à avoir plus d'impact positif, et que tu n'arrives pas à te faire connaître, c'est dommage, en fait. Ça veut dire que c'est une entreprise qui pourrait apporter plus dans notre société et qui peut pas forcément le faire parce que justement elle veut mettre en place des actions trop responsables entre guillemets et pas mettre en place certaines pratiques qui vont peut-être plus polluer mais qui sont quand même essentielles aujourd'hui si on veut faire perdurer son entreprise, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, il y a un exemple que j'aime bien, c'est Vox, c'est une newsletter d'information, une quotidienne d'information que tu reçois dans tes mails. Et alors, eux, typiquement, ils passent par Meta pour faire la promotion de leur newsletter, donc des publicités sur Facebook et sur Instagram. L'équipe a identifié qu'ils avaient un coût d'acquisition plus ou moins à 2 euros, tu vois. Donc toute l'année, ils ont des campagnes qui tournent pour avoir avec un coût d'acquisition à 2 euros. Ils ne peuvent pas arrêter les campagnes du jour au lendemain parce qu'en fait, sans acquisition de nouveaux abonnés, en fait, ils perdent leur business model de croissance qui est lié notamment aussi au sponsoring, etc. S'écroule, ils ne pourront plus exister. Mais ce qu'ils font, c'est que ponctuellement... ils vont faire des mois, par exemple, où ils vont dire, OK, pendant toute cette période, on ne va pas dépenser 2 euros par acquisition de nouveaux abonnés sur Meta. Par contre, on va faire toute une campagne de parrainage auprès de nos abonnés et de leur dire, pour chaque nouveau abonné que vous nous ramenez, on va reverser 2 euros à une association. Et donc, tu vois, je trouve que c'est une manière de pas non plus saboter son acquisition et la croissance de son entreprise, mais tout en essayant d'arriver avec une approche différente et de sensibiliser aussi sur ces enjeux de publicité en ligne, etc. Donc, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant comme exemple, carrément. Ouais, c'est de montrer qu'on peut mettre en place des actions qui vont venir compenser un petit peu d'autres pratiques et trouver justement cet équilibre-là entre du responsable et du productif, du efficace, du efficient. Et du coup, ça m'amène à la notion de slow marketing. Ton podcast, il s'appelle Slow Marketing aussi. Justement, c'est quoi pour toi le slow marketing et quelles actions on peut mettre en place justement ou quel mindset on peut avoir justement pour mettre en place plus de slow? Moi, c'est une notion qui me parle énormément, mais j'aimerais bien avoir ta vision du slow marketing. Ouais. Moi, derrière slow marketing, il y avait 2 idées. Donc, comme je disais, il y avait une première vision de remettre en question les outils qu'on utilise, etc. Et de ralentir un peu là-dessus, c'est-à-dire de pas, ok, un nouveau réseau social vient de se créer, on va créer un compte et on va être dessus et on va être... genre vraiment ralentir, se poser les questions, prendre de la hauteur sur ses stratégies, sur ce qu'on met en place. La deuxième idée, c'était aussi... elle est très liée, mais c'était de ralentir le rythme pour les équipes. Enfin, moi, je sais que et je le vois encore aujourd'hui chez mes clients, mais moi, je l'ai très mal vécu en étant directrice marketing, c'est que il n'y avait pas un moment de pause, quoi. C'était toujours la course à la prochaine action marketing, au prochain palier d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et en fait, mon sentiment, c'est que, et surtout là sur ces plus de 10 dernières années où je fais ce métier, c'est qu'on a juste ajouté des nouveaux outils, des nouveaux canaux d'acquisition, et on cumule en fait beaucoup de casquettes, sans jamais vraiment faire le tri et se dire « Ah, est-ce que c'est toujours pertinent qu'on fasse ça ? Ah, est-ce que... » Et c'est ça qui donne un peu cet effet de surcharge aujourd'hui. Et donc voilà, pour moi, c'était ça le concept. Enfin, en tout cas, l'idée et la volonté derrière Slow Marketing.
Ouais, c'est d'inviter les gens en fait à ralentir, à se poser les bonnes questions, à faire peut-être moins de choses, mais les faire de la meilleure manière et de prendre le temps d'analyser justement qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins. Et l'analyse, ça revient, c'est quelque chose qui est essentiel dans le marketing digital en plus. Ouais. Bah moi, tu vois, toutes mes missions clients démarrent avec un audit. C'est-à-dire, à chaque fois, je leur dis, c'est un temps, parce que souvent, en plus, les clients arrivent avec... c'est maintenant qu'il faut démarrer, on a un salon dans 3 semaines, on a un truc, et je suis là, ok, on va essayer de gérer cette partie-là, mais avant ça, audit, je prends le temps, je regarde tout ce que vous avez fait, les résultats, qu'est-ce qui marche pas, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'est-ce qu'on veut continuer ou pas sur la suite, quoi. Trop bien. Ce serait ça, du coup, ton conseil pour un entrepreneur, tu vois, qui nous écoute et qui se dit moi aussi, j'ai envie de faire du marketing plus responsable. La première étape, c'est ça, c'est de se poser et de faire un point sur tout ce qu'on a mis en place. Ouais, complètement. Et en plus, t'as plein de manières d'auditer. Tu peux auditer ta stratégie au sens général. Tu peux... auditer par exemple l'accessibilité de tes contenus, il y a vraiment plein de manières de voir les choses, mais oui, le premier truc, c'est vraiment faire un temps de pause et d'analyse de ce que tu es en train de faire en ce moment, quoi. Et ton deuxième conseil, du coup, la deuxième étape, ce serait quoi ? La deuxième étape, écoute, je pense que ça dépend énormément de aussi là où tu te situes et de ce que tu veux faire, mais si je dois... en tout cas, c'est un des sujets qui me tient énormément à cœur aujourd'hui, c'est la question de l'accessibilité. Et notamment, tu vois, si on prend ce prisme du marketing digital, aujourd'hui, pour te donner un chiffre, il y a 3 à 4% seulement des sites qui sont accessibles. C'est 20% de la population est en situation de handicap, peu importe le type de handicap. Et alors après, je comprends que ça a l'air d'être un gros sujet et très compliqué parce qu'il y a plein de manières de rendre le site accessible, etc. Mais en fait, il y a quand même des actions assez simples qu'on peut mettre en place. Et notamment, si on doit retenir une chose de cette interview, c'est par exemple les textes alternatifs sur les images de votre site internet, mais aussi de ce que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est un outil qui est hyper important pour des personnes malvoyantes et non-voyantes, parce qu'en fait, ça leur permet de comprendre le contenu de votre site internet sans le voir, ou de votre post sans voir l'image. Et donc, ces textes alternatifs-là, ils doivent être descriptifs. Ils doivent décrire ce que représente l'image. Si c'est une image décorative, ils doivent décrire l'image et pourquoi vous avez mis cette image-là à cet endroit-là et quel est le message que vous essayez de faire passer. Si c'est une image informative ou un schéma, ils doivent décrire le schéma et donner les informations qui sont sur le schéma. Sans ces informations-là, c'est comme si vous donnez un texte à trous à toutes ces personnes qui ne peuvent pas voir ou correctement voir le contenu de votre site. Et en fait, moi, et ça c'est aussi un truc que j'ai fait pendant des années, c'est que pendant des années, en référencement, texte alternatif est égal à on va mettre les mots-clés sur lesquels on va être référencé. Et ben non, c'est pas ça en fait. C'est un endroit où on va décrire les images. Et en plus, le fait est qu'en décrivant l'image, in fine, on va plus ou moins se retrouver avec les mots-clés sur lesquels on veut être référencé. En tout cas, si on a mis des images cohérentes dans sa stratégie. Donc je pense que les choses se regroupent, mais faut vraiment se mettre à la place de quelqu'un qui va pas voir les images de votre site, qui va utiliser une liseuse pour pouvoir accéder aux informations. Et si au moment où il arrive sur cette image, se retrouve juste avec une liste de mots-clés, l'expérience est juste affreuse, quoi. Et puis vous allez complètement... ouais. Ouais, hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas, en fait. Comme tu dis, il y a quand même 20% de la population qui est en situation de handicap. Et c'est vrai que quand tu fais ton site, tu penses pas à ça. Effectivement, la plupart des gens, ils vont pas penser au référencement, en fait, du site. Mais je trouve ça intéressant de dire que c'est pas parce que tu mets en place cette pratique que du coup, ton site, il sera moins bien référencé. Parce que finalement, comme tu dis, quand tu mets une image qui est pertinente, en fait, quand tu vas la décrire, forcément, il y aura les mots-clés aussi dans cette description d'image. Ça, c'est vraiment sur la partie accessibilité. Et sur la partie inclusivité, du coup, je crois que c'est aussi l'autre notion qui te tient beaucoup à cœur. Tu auras un conseil sur cette partie-là ? Oui, en fait, c'est de prendre conscience qu'on part tous avec des biais.
parce qu'on a notre propre situation, c'est-à-dire que moi là je te parle en tant que femme blanche, hétérosexuelle, cis, enfin, donc j'ai mes propres biais de la situation dans laquelle je suis. Tu as tes biais différents parce que tu es dans une autre situation, et je pense que si on veut vraiment pouvoir inclure tout le monde et parler à tout le monde, il faut savoir s'ouvrir et être curieux à d'autres visions du monde et savoir remettre en question ses propres biais. Et donc, être capable si on parle, d'essayer d'inclure tout le monde dans ses visuels, dans ses panels de conférences, si on organise un événement, dans son écriture. Enfin, les mots ont un pouvoir de dingue. La manière dont on dit, dont on nomme les choses, c'est la manière dont on les visualise et dont on le projette. Donc si on continue à utiliser un masculin neutre partout sans remettre rien en question, c'est pas étonnant, tu vois, si on prend juste l'exemple de l'entrepreneuriat, que on voit que des hommes entrepreneurs, que des hommes qui prennent la parole sur l'entrepreneuriat, etc. Enfin, toi, moi, en tout cas, si je prends un sujet qui me concerne, ça serait ça. Et aujourd'hui, maintenant, autant il y a 5-6 ans, je me retrouvais à être quasiment la seule femme dans des événements dans la tech, etc. Et je me posais pas de questions. J'étais là, bon, voilà, c'est tout. Je remettais même pas en question ma situation. Autant aujourd'hui, je vois une affiche sur un événement entrepreneuriat et je vois que des hommes, qui plus est blancs, sur la scène. Et je lui dis, en fait, non. Tu vois, genre, c'est pas ça. Enfin... Et ça m'est déjà arrivé d'être dans des conférences notamment sur l'inclusion avec 5 hommes blancs de plus de 50 ans, et t'es là genre, non, ça va pas en fait, on peut pas être... ça marche pas, ça ne marche pas du tout. Pour ça, le conseil le plus simple, c'est d'en fait, soit si on a les moyens en interne, etc., de diversifier ses équipes, mais même si c'est pas possible, tu vois, par exemple, moi je travaille toute seule, je peux quand même diversifier mes parties prenantes, c'est-à-dire les personnes avec qui je vais avoir des conversations, c'est-à-dire faire attention, par exemple si je prends juste l'exemple de mon podcast, je vais être hyper attentive aux personnes que j'interviewe sur mon podcast et à vraiment avoir une diversité d'opinions, de points de vue, d'où les personnes parlent, etc. Pour ça c'est hyper important, et c'est se remettre en question dans ses propres biais, quoi. Carrément. Trop bien. Justement, en parlant de biais, c'est quoi la plus grosse croyance que tu as dézinguée depuis que tu es entrepreneuse ? Je pense que le truc, je suis en train encore toujours, c'est que gagner de l'argent, ça doit être difficile. Ça sort un peu du sujet de marketing, mais c'est plus... que ça doit être difficile et qu'on doit que ça doit être douloureux et qu'on doit beaucoup travailler, de longues heures, même pas que gagner de l'argent, la réussite doit être difficile. Ça c'est ton ancien ouais, ça vient de mon passé de start-up, d'école de commerce, de classe préparatoire en France, où en fait on t'enseigne que tu dois vraiment travailler si ça n'a pas été difficile, c'est que tu peux pas réussir, quoi. Enfin, il y a pas de limite. Et après, moi aussi, j'ai 2 parents entrepreneurs, et où il y avait pas vraiment de début ni de fin à leur journée de travail, et donc je sais que pour moi ça c'est un peu dans cette optique aussi de ralentir et de dire j'adore mon travail, j'adore être entrepreneuse, etc., mais j'ai pas envie d'y laisser ma santé mentale et physique dedans. Donc ouais, ça c'est le gros du travail, en tout cas, de ces dernières années. Trop bien. Est-ce que justement tu as une routine peut-être à nous partager, peut-être une routine bien-être justement pour garder cet équilibre ? Ou est-ce que t'es pas la team routine ? T'as le droit de me dire que t'es pas du tout team routine. Alors moi je suis très team routine, mais en même temps j'ai un trouble de l'attention, donc maintenir une routine c'est très difficile. C'est un peu le paradoxe, mais c'est à la fois hyper important et en même temps hyper difficile pour moi. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai conscience, mais une routine, un truc que j'ai... comme j'ai des difficultés de concentration, moi ma routine, je sais que mes meilleurs moments pour travailler et être vraiment concentrée, c'est le matin. Donc le premier truc, c'est que maintenant je prends, sauf l'exception dès le matin, mais c'est vendredi, tout est permis. Mais normalement je prends plus de rendez-vous le matin.
Genre, il y a plus... c'est-à-dire, mon agenda est fermé. On peut pas... je prends pas d'appel avant 14h, généralement. Parce que je dédie ces heures qui sont plus faciles pour moi à me concentrer à vraiment faire du travail productif. Et pour me faciliter la tâche, derrière, je fais 2 autres choses. Généralement, je sors mon téléphone de mon bureau. Je le cache quelque part dans l'appartement parce que c'est vraiment le piège. Je coupe toutes les notifications de partout. Et l'autre chose que j'aime bien utiliser, c'est Pomodoro. C'est, tu vois, ces cycles de 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause. Ça marche très bien aussi pour moi. Et pour moi, ça, c'est vraiment mon rituel du matin. Pas de téléphone dans le bureau, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Et puis après, et généralement, j'arrive à être très, très productive de cette manière-là. Et pouvoir être un peu plus relax l'après-midi. Et l'autre chose aussi, ma routine préférée, c'est faire du sport tous les jours. Ça, c'est le... Ouais, trop important. Ouais. C'est quoi ta relation avec ton business ? Intéressante comme question, je ne m'étais jamais trop posée. Ma relation avec mon business, écoute, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rend super fière. Qui m'anime énormément. Je pense que sans l'entrepreneuriat, sans le podcast sur le marketing responsable, etc., je serais plus du tout en train de faire du marketing. Je serais en train d'élever des chefs dans le Vercors, je sais pas, mais j'aurais fait autre chose, tu vois. Parce que faire vraiment... des cours de yoga. Oui, aussi, ça, c'était le projet d'abord à la base. Ouais, parce que... et ça, c'est le truc qui m'anime. Et pour moi, aujourd'hui, c'est énormément de liberté. Mais aussi de continuer de grandir et d'apprendre. Et tu vois, de sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc, ouais, c'est quand même une grosse partie de mon identité, de l'entrepreneuriat et mon business, quoi, ouais. C'est quoi tes objectifs pour l'année à venir ? Alors, pour l'année à venir, j'ai un gros objectif, un gros projet qui est d'écrire un livre sur slow marketing. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et puis, oui, moi, j'ai toujours un objectif de continuer à m'amuser, quoi. D'apprendre, m'amuser, de pas prendre les choses trop au sérieux. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton business et dans ta vie ? Je pense que c'est cette flexibilité et liberté de pouvoir travailler où je veux, plus ou moins quand je veux, de pouvoir adapter mes horaires de travail, le contexte, les conditions à mon confort en fait et pas l'inverse. C'est-à-dire que de sortir du classique de 9h-18h sans remettre en question les choses, ouais. C'est ce que je préfère le plus. Trop bien. Et pour finir, est-ce que tu as un livre qui t'a marqué récemment ? Ça peut être en lien avec le marketing responsable ou pas du tout, et que tu aurais envie de nous partager. Alors, j'en parle tout le temps, mais je pense que j'en parle encore pas assez. Il s'appelle Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'est un roman assez court, mais qui est vraiment magnifique et qui en fait nous projette dans un monde proche du nôtre, mais complètement différent, post-apocalyptique déjà. Et en fait, ça vient remettre en question nos biais justement sur le genre. Et un des trucs moi, je l'ai relu plusieurs fois déjà. Et en fait, le personnage principal est non-genré. Et franchement, t'es en lutte totale pour essayer de pas lui donner un genre et de respecter ça. Et je trouve qu'en plus, dans le roman et l'imaginaire, je trouve que c'est encore plus fort que dans la vraie vie. Et c'est là où tu te dis, je peux être bien déconstruite, il faut quand même que je travaille encore sur 2-3 trucs. Ça remet en question notre relation à la technologie. C'est vraiment une note poétique entre la relation entre des humains et des robots conscients. Et en fait, sur la relation à la nature, au vivant. Enfin, c'est magnifique. Donc, Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Vraiment, à lire, absolument. Trop bien, j'ai jamais entendu parler de ce bouquin. Donc, tu vois, tu fais bien d'en parler. Et la dernière question, est-ce que tu as une personne ou un mentor qui t'inspire, que tu aurais envie de nous partager justement
Oui, j'ai envie de citer Inès Ganoun, qui est ma coach business et grande amie aujourd'hui, avec qui maintenant je partage en plus de ses conseils entrepreneuriales, des trails et des courses. Mais je trouve que c'est vraiment une personne inspirante. Son compte Instagram, globalement, à suivre. Ses interviews dans des podcasts aussi. Elle met énormément de perspective et de douceur et je trouve de compromis dans comment grandir dans son entrepreneuriat et faire les choses à sa manière, sortir un peu de ses propres croyances limitantes, mais aussi des idées reçues qu'on peut avoir sur le business, etc. Enfin, j'adore tout ce qu'elle fait. Je suis fan. Génial. Et bah écoute, trop bien. Merci beaucoup Anaïs pour cet échange autour du marketing éthique et responsable. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on les renvoie sur ton podcast ? Il y a le podcast Slow Marketing et puis moi je communique principalement via LinkedIn, donc Anaïs Baumgarten. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis preneuse de tous les retours et de tous vos feedbacks. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu des échanges. C'est vrai que derrière nos podcasts, on n'a pas forcément énormément de contacts, donc je trouve ça trop cool quand je reçois des messages, des feedbacks ou des sujets à aborder, etc. sur le podcast. Je suis super preneuse. Trop bien. Et bah écoute, un grand merci Anaïs. Je te dis à très vite pour plus d'échanges autour du marketing. Merci Éléonore.